l'élevage, de l'agriculture, et en prenant cet ouvrage, il vous demande, il vous pose des questions, mais alors, moi j'ai vu par exemple le bœuf là, mais qu'est-ce qu'on dit ici? Ça veut dire quoi? De les interpréter, à les dire ce qui est écrit. Devant cette réalité, le ministère en charge de la culture devrait se soucier d'amener tous les Congolais, aussi bien des grandes villes et de campagnes, nantis, modestes et pauvres, à l'ère du savoir, à travers la mise en œuvre des programmes conséquents d'implantation des bibliothèques et de centres de lecture, afin de réduire cette fracture tant constatée. Alors, docteur, je crois après cet élément, une petite réaction, oui. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est très enrichissant d'encourager les gens à lire, d'aller dans les bibliothèques comme ça, parce qu'une fois qu'ils sont en contact du livre, ils ne sont plus découpés de la réalité, déconnectés de la réalité, ils sont au courant de ce qui se passe un peu à l'extérieur. Et ça, c'est très important, surtout que nous sommes dans un contexte mondialisé et hautement concurrentiel. Donc, s'ils peuvent avoir les mêmes éléments de comparaison avec les autres, des autres qui habitent dans d'autres pays, mais c'est très important. Et ça, il faut encourager ça. Mais ils ont également besoin de soutien. Vous qui habitez les pays développés, vous pouvez leur faciliter pour ce genre de doléances. Je pense que de votre côté, on peut savoir compter sur vous. Oui, au travers des organisations non gouvernementales. Oui, on peut le leur dire, de stimuler de telles initiatives. Ça, c'est faisable, oui, c'est faisable. Je suis sûr qu'ils seront très, très heureux d'apprendre que les gens s'intéressent à la culture, à lire, à s'informer. Ça, c'est très important. Ouais. Docteur, en face, Mampoa Mbo, est-ce qu'il vous habite l'idée un jour de revenir au Congo, enseigner par exemple? Bien sûr, oui. Je suis congolais. Je suis ce que je suis parce que le Congo a investi dans ma recherche. Mais ce qui me fait mal, c'est que je n'investis pas autant que je pouvais au Congo. Mais ça, c'est mon souhait le plus fervent. Vous savez, la seule raison que je sois encore aux États-Unis, c'est parce que depuis que j'ai cessé mes activités diplomatiques. Oui, parce que vous êtes de formation, vous êtes diplomate. Bien sûr, je suis allé aux États-Unis d'abord en tant que diplomate. Voilà. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Mais je n'ai jamais eu mes titres de transport. Ah bon? Et ma famille, tout le monde. Malgré de nombreuses lettres que j'ai adressées. Bon, peu importe, c'est pas ça l'objet de cette émission. C'est tout simplement pour répondre à votre question, pour dire que s'il ne m'invite pas l'idée de revenir, bien sûr, ça m'intéresserait fortement. Mais vous dites même fortement, et moi je souligne fortement, est-ce qu'aujourd'hui il peut, je vais répéter encore cette phrase, il peut habiter en vous l'idée de chercher à rencontrer par exemple le ministre de l'Enseignement supérieur? L'émission, c'est pas assez de minutes, mais le temps qu'on a eu à discuter avec vous, j'ai appris beaucoup de choses qu'on ne saura peut-être pas développer ici sur ce plateau. Est-ce qu'avec tout ce que je sais de vous, tout ce que vous avez en vous, pourquoi ne vous avez pas l'idée de vous rapprocher un peu du ministre de l'Enseignement supérieur? Disons que les chercheurs comme nous, nous ne discutons pas avec le ministre de l'Éducation nationale, nous discutons par exemple avec le recteur de l'université. Nous discutons peut-être avec les chefs de département. Également. Ce sont ces gens-là qui sont des pairs, qu'on appelle des pairs des collègues. Avec eux qu'on a des échanges. Justement, est-ce que vous avez déjà commencé à mener cette démarche? Ne gardez pas pour vous tout ce que vous avez. Pour tout vous dire, je discute souvent avec le professeur Obenga. Théophile Obenga. Oui, à Chicago, non, quand il était à San Francisco. À San Francisco. Alors, il m'avait suggéré de rentrer pour qu'on travaille ensemble à l'université. Il m'en a demandé à plusieurs reprises. Vous avez dit non? Non, j'ai dit, on ne dit pas non à un maître. Mais je lui avais parlé un peu
des petites conditions, comme ça, il vient pour le travail qu'il fallait faire. Ouais, mais il sait. Mais je vous apprends qu'il est ici au Congo. Oui, je le dorénavant. sais, je le sais. Est-ce que vous avez tenté de le rencontrer? Vous avez cherché à le rencontrer, je veux dire? Pas encore. Pas encore. Vous traînez un peu, n'est-ce non, pas? non, je ne traîne pas. Et lui, il sait que dans la recherche, la patience est la meilleure des choses. On ne va pas trop vite dans la recherche. Puisque vous dites que vous êtes diplomate, voilà que vous êtes à Brazzaville, pourquoi ne pas penser à donner encore un peu plus du tonus à la diplomatie congolaise? Vous avez assez appris, encore et encore, n'est-ce pas? Bon, disons que, en ce qui concerne la diplomatie... Ne me dites pas que vous n'y pensez plus. Non, j'y pense. J'y pense, mais je la fais maintenant à un autre niveau. Dommage encore pour le Congo. José Mario Barroso, qui est le président de la Commission européenne, de l'Union européenne, si vous voulez cela, et qui est mon ami, je travaille avec lui, par exemple. Oui. Du téléphone, il lui arrive parfois de m'appeler et vice-versa. Donc, je fais un peu cette diplomatie-là. Mais la diplomatie au niveau du Congo, je ne la fais plus, mais je la fais un peu à un autre niveau. Donc, je n'y vois aucun inconvénient. Puisque vous la faites, la diplomatie, à un autre niveau, plus élevé encore, je vais dire au plan international, je suis libre de penser ce que je pense. Bien sûr. Je pense que vous devrez aussi parfois être un facilitateur pour certains dossiers de votre pays. Mais si on ne me consulte pas, je ne peux pas m'imposer à quelqu'un, vous savez. Je n'ai jamais été consulté, malheureusement. Faut-il encore vous chercher, vous trouver? Non, je suis là, je suis toujours joignable. Docteur, moi je veux savoir, vous êtes au Congo pour combien de temps? Parce que cette émission est suivie. Moi, j'ai la chance et la malchance, souvent après cette émission, les gens m'appellent pour me demander les coordonnées de mes invités, et parfois on se sépare sans leurs coordonnées. De vous-même, si coordonnées à donner il y a, est-ce que vous pouvez les donner présentement? Comme ça, c'est eux qui vont suivre, ils seront notés. Il y en a qui ont peut-être déjà le stylo entre les mains. Disons que je repars d'ici à jeudi. Dans moins d'une semaine. Oui, je suis dans l'avion. Parce que je dois aller à Londres, oui, à l'Université américaine de Londres. Vous avez quand même l'email, on peut... Bien sûr. Oui. Mais vous pouvez même aller sur l'Internet. Oui. Vous aurez toutes les informations. Alors, on va frapper sur quoi? Maintenant on frappe sur Google. Oui. Vous allez à Google, oui. www.google.com, vous mettez mon nom, vous avez toutes les informations sur moi, on ne trompe plus maintenant. Vous allez sur Google, vous avez toutes les informations. Alors moi, vous allez m'excuser, ça va être comme une sorte d'insistance. Ouais. Que pensez-vous aujourd'hui de votre pays, le Congo? Sur quel plan? Au plan scientifique, au plan éducation, au plan recherche, au plan... Pourquoi pas politique, puisque vous avez même écrit assez de livres. Au plan éducation, oui. Il faut dire que le monde change. Oui. Le monde évolue, et puis ce monde est en proie à de profondes transformations politiques, économiques, sociales, culturelles. Et puis il faut ajouter à cela l'ère informatique. Donc, aujourd'hui, l'éducation, prenons l'université, prenons d'abord la sommité. Il faut axer sur que l'université soit le lieu de l'innovation. Parce que la qualité de l'étudiant est un levier majeur de performance. C'est un levier majeur de performance. Ça leur permettra de traiter de la manière la plus satisfaisante des dossiers. Vous voyez, les universités de Chine et de l'Inde ont une excellente performance qui alimente aujourd'hui l'économie explosive des pays les plus populeux de la Terre. Donc il faut axer tout sur l'innovation. Donc que la problématique de la transmission de l'enseignement vieille et désuète
il faut la supplémenter par le paradigme de l'étudiant au centre du dispositif. Donc c'est cet étudiant-là maintenant là, qui construit un projet académique. Et une fois qu'il a construit ce projet académique-là, il peut maintenant l'investir dans la société. C'est pourquoi l'enseignement anglo-saxon, basé sur le concept des masters, quand le gars a un master, quand il vient dans une entreprise, ce n'est plus pour s'asseoir, c'est pour apporter des solutions. Donc, expert ou spécialiste Voilà, dans le voilà, domaine. c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes là en train de nous faire comprendre que fini avec ces fourre-tout, les études où on va être en commun, et puis finalement on se spécialise qu'à la fin? Non, non, Cela... le tronc commun est nécessaire. Voilà. Le tronc commun s'inscrit dans le cadre de La fondation. l'interdisciplinarité Oui. et la pluridisciplinarité. Oui. Donc, vous prenez par exemple l'université de Cambridge, que vous connaissez bien, au niveau du tronc commun, tout le monde fait philosophie. Que tu fasses maths ou quoi, tu fais philosophie. Parce que la philosophie vous permet d'avoir ce qu'on appelle critical thinking. Donc, Le critical thinking, c'est-à-dire la capacité, oui. la capacité à dépasser, la capacité à aller au-delà un peu à faire une lecture qui est plus profonde. Parce que l'étudiant de philosophie, il peut faire droit, il peut faire Sciences Po, il ne fait que des lectures, il ne vit pas comme les autres. Donc on amène aussi des gens qui font sciences, maths, engineering, tous ces hommes-là, à faire philo d'abord, dans le tronc commun là. Alors le tronc commun vous permet d'avoir donc un échange de connaissances mutuelles et enrichissantes. Élargi. Ça, on ne peut pas supprimer ça. Mais après, il faut mettre l'accent sur l'innovation, la spécialisation, mais qu'elle soit pointue. Que quand quelqu'un arrive, qu'on n'ait pas, quand il est dans l'administration, qu'on n'ait pas l'idée d'un balbutiement. Quand on lui pose une question, je ne sais pas où est ce dossier, il dit non, pas comme ça. Qu'on sente la spontanéité quand vous êtes dans un bureau, le gars agit de manière professionnelle. Voilà la chose. En tout cas, docteur, nous vous en remercions. Peut-être un aspect qui aurait pu faire l'objet d'une question qui vous porte, qui fait préoccupation, mais qui n'a pas été posée. Alors, à vous de le dire.